On nous a parlé des emplois créés, mais est-ce que c'est un solde positif? Parce qu'il y a beaucoup d'emplois détruits. C'est un solde positif. Mais non, ne s'est même pas évoqué les emplois détruits. Dans aucune étude, on évoque les emplois détruits. Et notamment dans l'agriculture, mais dans d'autres secteurs. Parce que même pour les appels d'offres vis-à-vis des États, ça suppose, ça peut être que des très grosses entreprises qui sont au courant de toutes les demandes. Les PME sont systématiquement éliminées. Oui, ben d'ailleurs, j'entendais à la radio tout à l'heure, enfin ce matin, je ne sais pas s'il y a une réunion ou quoi, que les petites et moyennes entreprises représentent 89% de l'économie française. Moi, j'aimerais bien être invité par des organes représentatifs de petites et moyennes entreprises, parce que je crois que, évidemment, le MEDEF s'en moque, mais j'ai essayé de faire un bilan à un moment dans un texte quels seront les grands perdants et quels seront les grands gagnants de ça. Les grands gagnants sont les multinationales européennes et américaines, qui ont d'ailleurs déjà des sièges des deux côtés de l'Atlantique. Les grands perdants sont les peuples. Je vais commencer par le peuple des États-Unis, et nous avons des camarades qui font campagne aussi contre aux États-Unis, qui auraient espéré, eux, une compatibilité des réglementations, mais vers le haut. Pouvoir profiter de nos réglementations en matière sociale, en matière environnementale, en matière sanitaire. Et puis nous, les peuples d'Europe, qui allons voir notre cadre de vie, je vais dire, dans tous les domaines de nos activités, se dégrader, se désaltérer, puis oui, ben, j'ai soif, hein. Oui, c'est ça, se désagréger. Et les petits. Moi, je me souviens, et j'avais été fort marqué par ça, et je crois qu'il y a maintenant 20 ans ou 30 ans, il y avait un bouquin qui était sorti, « Small is Beautiful ». C'était de penser que l'alternative, ce n'était pas la grande taille, mais au contraire, la petite dimension. Ben, on va exactement à l'inverse. Et on va voir disparaître l'artisanat, on va voir disparaître les petites et moyennes exploitations agricoles et les petites et moyennes entreprises qui ne vont pas résister à des gens, à des entreprises des États-Unis qui ont un savoir-faire, il faut le reconnaître, et une capacité à exporter et à s'installer et à s'exporter elles-mêmes qui est incomparable avec ce que nous avons chez nous. Nous avons des moyennes entreprises qui exportent, mais en termes de nombre et de taille, ça ne fait pas le poids. Ça fait pas le poids. Et ça, c'est vraiment un milieu qui... Et le MEDEF ne dit rien à des gens qu'il prétend défendre. Mais le MEDEF, c'est le CAC 40, hein, c'est rien d'autre. J'ai deux questions. Tout d'abord, nos gouvernements, lorsqu'ils négocient un tel accord, est-ce qu'ils sont inconscients ou alors est-ce qu'ils sont faibles? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Et ma deuxième question, qui n'a rien à voir, là vous avez fait tout un constat assez cauchemardesque. Est-ce que vous proposez quelque chose? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Voilà, nous ou d'autres. Merci. Bon, la première question, c'est presque une réflexion de sciences politiques, ou j'ai même presque envie de dire de philosophie politique. Moi, je crois profondément que là, on touche à un sujet plus vaste, qui est la dégradation complète de notre démocratie, le déclin de la démocratie, dont une des raisons, c'est la professionnalisation du mandat. À partir du moment où la représentation, le fait de représenter le peuple dans le cadre d'une démocratie représentative devient un métier, alors on fait des concessions pour durer. Et on en fait de plus en plus, de telle sorte que, manifestement, l'objectif, ce n'est plus d'exercer le pouvoir, c'est de l'occuper. Et à partir de là, on a les pratiques que l'on observe aujourd'hui. Il y a une deuxième explication. Je vous rappelle qu'en 1990, on a signé cette déclaration transatlantique. On ne pouvait pas ne pas savoir, et c'est peut-être ça aussi
une question que beaucoup de gens posent pour savoir comment le Parti socialiste est devenu ce qu'il est devenu, c'est qu'en liant notre sort à celui des États-Unis, il y a un phénomène d'osmose. Les États-Unis, c'est un modèle de société du libre-échange radical, mais en même temps avec un usage intelligent de leur point de vue et pour leur profit du protectionnisme, parce qu'ils se protègent chaque fois qu'ils ont besoin de se protéger. Nous, on est dans l'application bête et méchante du laisser-faire, laisser-passer le plus total. Mais à partir du moment où on décide de ne plus être européen ou français, mais d'être dans une telle imbrication avec les États-Unis, ça veut dire que fatalement, tôt ou tard, eh bien, on doit s'aligner sur leur système. Et c'est ce choix fondamental qu'ont fait nos gouvernants, quelle que soit leur couleur. Ça, pour moi, c'est ça la double explication. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, moi, je ne suis pas intervenu sur le volet quelle serait l'alternative à ça, mais je ne suis pas ici non plus pour faire du prosélytisme politique, mais moi, je crois qu'il y a une alternative qui pourrait, en 2 mots, s'appeler le protectionnisme solidaire. Pas un protectionnisme contre, mais un protectionnisme qui se fonde sur le libre-échange quand les règles sont égales pour tous. Vous avez des législations sociales correctes, vous protégez l'environnement, alors on peut faire de l'échange avec vous. Vous ne le faites pas, on ne le fait pas avec vous. Voilà, ça c'est le protectionnisme solidaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ça devienne une réalité? Alors, je le disais tout à l'heure en préambule, ils ne sont forts que du silence qu'ils nous imposent. Et ils réussissent bien, on n'en parle pratiquement pas de ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nous approprier ce texte. Comme on l'a fait si fortement et avec un vrai succès en 2005, avec les 351 articles du traité constitutionnel européen, c'était quand même autre chose que les 46 que je viens de vous montrer. Se l'approprier, l'étudier, le connaître à fond, connaître les objections que ça appelle, bref, devenir des convaincus pour pouvoir être convaincants. Parce qu'il nous faut créer un mouvement d'opinion large dans le pays, comme ça se fait ailleurs, hein. Comme ça se fait en Allemagne, comme ça se fait en Grande-Bretagne, comme ça se fait. Il y a un travail qui se fait. Évidemment, les grands médias ne vont pas nous dire « Oh, écoutez, il y a eu 30 000 manifestants à Berlin contre le grand marché transatlantique. » De ça, il n'y en a aucun qui nous en a parlé, hein. C'est à la suite de ça qu'il y a un ministre qui a dit « Mais pourquoi les firmes privées ne feraient-elles plus confiance à nos tribunaux nationaux ?» Donc, il faut partager l'information. D'abord, faire de soi quelqu'un convaincu, avec tous les arguments qu'il faut pour répondre, et puis aller convaincre. Parce que nous avons encore la main. Nous ne l'aurons plus si l'article 43 devient réalité. Mais nous avons encore la main. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand la négociation... Bon, si nous ne parvenons pas à obtenir, je vais dire, Jospin II, puisque Jospin avait été obligé de retirer la France pour la négociation de l'AMI, si nous ne parvenons pas à obtenir que d'ici à décembre 2015, le gouvernement de la France se retire de cette négociation, ce qui y mettrait fin, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire monter en puissance la connaissance et l'opposition à ce projet, parce qu'il y aura plusieurs temps. Le premier temps, c'est quand la négociation sera terminée, les négociateurs européens, donc Mme Malmström et son équipe, vont revenir devant le Conseil des ministres. Et là, les 28 gouvernements vont devoir se prononcer. On accepte le résultat de la négociation ou on ne l'accepte pas. S'ils ne l'acceptent pas, c'est terminé. Ou alors, ils demandent une renégociation, mais à mon avis, du côté des États-Unis, ça ne marchera pas. Parce que je peux vous dire qu'il y a aussi une résistance aux États-Unis, y compris au sein du Parti démocrate. Ils ont refusé à M. Obama la technique qui s'appelle le fast track. C'est un 49-3, si vous voulez. C'est de pouvoir passer en force au Congrès. Ils l'ont refusé. Parce qu'il y a aussi des élections aux États-Unis et il y a aussi une peur qu'il y ait des désavantages pour eux de leur côté. Si le Conseil des ministres européens l'accepte, qu'est-ce qui va se passer? Il l'envoie au Parlement européen.
le Parlement européen, beaucoup de gens ne le savent pas, depuis les derniers traités, a le pouvoir de dire oui ou non. Et s'il dit non, c'est fini. Et ça n'est pas à comparer avec le traité constitutionnel européen auquel nous avons dit non et puis qu'on l'a fait adopter parce que ça, c'était une affaire entre Européens. Ici, il s'agit d'une négociation internationale. Donc, d'ailleurs, si le Congrès des États-Unis refuse de ratifier, ce sera fini aussi. Il n'y a pas de possibilité à un rejet d'une ratification de remettre le truc sur la table comme on l'a fait avec le traité constitutionnel européen. On est dans un autre cadre. On est dans un cadre international avec un interlocuteur qui est un État souverain. Alors, ils reviendront peut-être dans 15 ans, mais on aura gagné 15 ans. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Hein. C'est partie de bras de fer qui n'arrête pas. Bon, si le Parlement européen dit oui, il y a encore une possibilité de ne pas perdre. Ce sont les parlements nationaux. Là, nous avons une querelle juridique avec la Commission. L'Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg ont déclaré publiquement qu'elles estimaient que ce texte, vu, évidemment c'est basé sur le mandat européen, mais vu son contenu, d'abord doit faire l'objet de l'unanimité et doit être approuvé par les 28 parlements nationaux. Là, on a une chance. Là, on a une chance. Si on a bien travaillé, on a une chance. Et pour moi, c'est quoi bien travailler? C'est interpeller, bien sûr, les députés nationaux et les députés européens, avec suffisamment d'arguments pour ne pas se laisser embobiner par leur fameux discours sur les garanties et qu'on pourra amender. Dès qu'ils sortent amendés, vous sortez l'article 43. Et puis, il y a autre chose. Moi, j'ai lancé l'idée, j'étais invité le 2 juin dernier sur le plateau des Glières au rassemblement des résistants d'hier et d'aujourd'hui. Ils ont bien voulu me considérer comme un résistant d'aujourd'hui. Et j'ai eu une idée qui m'est venue comme ça pendant le débat, là, comme maintenant, en me disant, mais si 10 000 collectivités territoriales en France demandent au gouvernement de la République de se retirer de cette négociation, ça, c'est un message politique fort. Et donc, j'ai lancé cette idée. Alors 10 000, c'est peut-être beaucoup. Enfin, on en a 32 000, non? Ou 36 000. Mais c'est un objectif. On est à peu près déjà à 1 millier maintenant. Hein. C'est pas mal depuis le 2 juin. Alors, s'il y en a que ça intéresse, parce que moi, je pense qu'on a tous et toutes dans nos relations quelqu'un, soit qui est conseiller municipal, soit qui connaît un conseiller municipal. Mais il faut aller le trouver et lui dire, mais vous savez, dans ce machin-là, l'article 4, l'article 23, l'article 24, l'article 27, ça vous concerne directement comme élu local. Vous n'allez plus pouvoir faire les appels d'offres que vous voudrez. Vous n'allez plus pouvoir imposer à une usine étrangère qui viendra s'installer dans votre commune un certain nombre de limites et de contraintes. Vous allez être dépouillé d'une partie de vos prérogatives. Est-ce que vous voulez ça ou pas? Et si vous ne le voulez pas, eh bien, faites adopter par votre conseil municipal une résolution. Et alors, je conseille de dire 4 choses. Les 2 premières sont importantes pour empêcher le préfet, qui est le gardien des textes, de casser la délibération. C'est de dire, les articles 4, 23, 24, 27 de la négociation en cours concernent directement la commune de Versailles, ou la ville, c'est ville, la ville de Versailles. 2, ces articles et les objectifs généraux du mandat européen sont en violation de la Constitution de la République et des lois qui régissent les collectivités territoriales. Avec ces 2 points-là, le préfet ne peut pas casser et dire « ça ne concerne pas la commune, ça ne concerne pas la ville ». Je vais pas répéter parce que je vais vous donner le moyen d'avoir les textes. Une QPC, c'est pas inintéressant, mais il faudrait que on ne peut pas poser une question de constitutionnalité sur un texte qui n'est pas approuvé. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème.
Et là, je continue. Le troisième point, c'est que le Conseil de la ville de Versailles demande au gouvernement de la France de retirer la France de la négociation. Et le quatrième point, c'est de déclarer Versailles commune hors grand marché, TAFTA, ce qu'on veut. Ça, c'est symbolique. Le point politique, c'est le 3. Alors, si ça vous intéresse, j'ai créé un site qui s'appelle 3xW. Alors, c'est en un mot, hein, et en minuscule. GMT pour le retrait de la France. Tout ça en un mot et en minuscule. GMT pour le retrait de la France. .fr. Si vous allez sur ce site, vous allez voir la carte avec tous les endroits où ça a déjà été adopté. Vous verrez, il y a une rubrique, il y a un onglet les documents. Et là, vous avez 4 textes. Il y a un texte qui explique pourquoi il faut faire ça. Il y a un texte qui dit en quoi le projet concerne les municipalités. Donc, avec les 4 articles et le texte des 4 articles. Il y a un texte qui est pour proposer au conseil municipal un débat sur le sujet. Et puis, il y a un texte de projet de résolution. Voilà. Moi, je pense que si on fait ça, on va se mettre en plus, on contribue à l'information. Vous savez, quand même, la plupart des conseils municipaux sont suivis par la presse. Moi, je connais un petit village, là, juste à côté de Carcassonne, 159 habitants, ils l'ont voté. Et il y avait un papier dans la dépêche du lendemain. Et donc, on contribue aussi à informer. On fait en sorte qu'on en parle. Il y a parfois des gens qui assistent à des séances du conseil municipal. Ça dépend des coins et des habitudes. Mais si on en parle, on fait circuler aussi l'information. Et donc, enfin, moi, ce que je pense, c'est la vieille idée des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Il faut trouver tous les moyens possibles et imaginables pour que ça sorte du silence. Après, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'on n'est pas devant un sprint, mais c'est plutôt un marathon. Moi, ce soir, c'est ma 92e conférence. Je vais en faire encore 43 d'ici au 26 novembre. Mais c'est à la fin de l'année prochaine que la négociation va se terminer. Donc, il va falloir tenir toute l'année prochaine. Et au contraire, augmenter la pression. Montrer que de plus en plus organiser des initiatives. Nous avons décidé il y a un collectif national. Pour la France, il y a un collectif national qui fait aujourd'hui plus de 80 associations. Alors, il y a bien sûr Attac, la IETEC, et puis il y a toutes sortes d'associations, je vais dire, écologiques ou environnementalistes. Ça va des défenseurs des abeilles aux protecteurs des semences, aux militants anti-gaz de schiste, aux faucheurs volontaires. Et puis, il y a les partis politiques du front de gauche, les 3 courants du front de gauche, le Parti communiste, Ensemble, le Parti de gauche. Il y a la CGT, la FSU, le Solidaire, la Confédération paysanne. Sud, c'est Solidaire. Hein. Qu'est-ce que j'oublie ? Et il y a Europe Écologie, les Verts. Qu'est-ce que j'oublie ? Je pense que... Enfin, il y a un collectif national important qui se réunit tous les mois. La prochaine réunion, c'est le 30 septembre. Qui essaye d'engendrer des collectifs départementaux et, quand c'est possible, des collectifs locaux pour organiser des soirées comme celle-ci. Oui, il y a aussi la Fondation Copernic dans le collectif national. Et pardon ? Peut-être. Je sais qu'il est Roosevelt est dans des collectifs locaux, mais au collectif national, je ne sais pas, parce que comme moi, je fais plutôt des conférences qu'aller aux réunions. Je ne sais pas, mais peut-être. Enfin voilà, il y a un travail énorme d'information à faire.
On n'est pas encore au seuil critique de février 2005, parce que moi je me souviens, là en 2005, j'en ai fait 132 des conférences, mais à un moment où j'ai senti que ça y est, ça dépassait le cadre des gens habituellement sensibilisés, des gens qui s'engagent, des gens qui militent, et que ça atteignait plus largement. On n'y est pas encore, hein, ça c'est sûr. Pardon ? 2005 pour la campagne contre le TCE. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai été long, excusez-moi, mais il y avait beaucoup à dire. Oui, je voudrais évoquer 3 points. D'abord, est-ce que finalement le projet de traité, est-ce que maintenant il est public à travers, disons, la traduction en français, de façon, disons, très diffusée? Bon. La deuxième question, je pense que pour traiter de ces sujets professionnellement au niveau européen, je pense que les textes sont devenus hyper techniques. Donc, au Parlement européen, quand il y a une directive, il y a quasiment 1 ou 2 députés qui réellement savent ce qu'il y a dedans. Bon. Et en plus, il y a une très grande paresse intellectuelle parmi les hommes politiques. Et le troisième point, c'est est-ce que déjà actuellement, dans le cadre des 2 traités européens, la Commission n'est pas en réalité le mécanisme de règlement qui est décrit ici dans ce mécanisme, sachant que de toute façon au niveau européen, tout se traite par, disons, la suprématie de la concurrence sur toutes les autres normes sociales, environnementales, et c'est toujours la concurrence qui l'emporte par rapport aux autres normes. Est-ce qu'on n'est pas déjà de toute façon dans un mécanisme inexorable? Voilà. Ben, j'ai envie de dire, moi, je ne crois pas à la fatalité. Pour répondre à la dernière de vos questions, et ce qu'on a fait dans un sens, on peut le faire dans l'autre sens. Je suis bien d'accord avec vous. Il y a 4 arrêts de la Cour de justice qui font passer le droit de la concurrence avant le droit social. Hein, les arrêts Ruffert, Laval, Viking et Commission contre Luxembourg. Seulement, tout ce qui se fait à un moment ou à un autre était le résultat de l'accord de nos gouvernements. Ce sont nos gouvernements qui ont fait l'Europe telle qu'elle est, l'Union européenne telle qu'elle est. Je ne parle pas de l'Union européenne telle qu'elle est. Ce sont nos gouvernements. Et ce sont nos gouvernements qui ont donné de plus en plus de pouvoir à des institutions qui ne sont pas démocratiques. La Commission européenne n'est pas démocratique, la Cour de justice, elle n'est pas indépendante. Nous n'avons aucun droit de regard sur la Banque centrale européenne. Donc là, il y a un vrai problème, mais c'est un autre débat, même si les choses sont liées. C'est le débat sur l'avenir de l'Union européenne. Maintenant, il y a un travail, je serai un peu moins sévère que vous, parce que j'ai été 2 ans conseiller, consultant au Parlement européen, sur le nombre de parlementaires qui sont informés. Il y en a un peu plus qu'un ou deux. Hein. Sur les 751, il y en a, mais c'est aussi notre travail de les informer. Parce qu'en face, ils les informent. Vous savez, il y a quelque chose qui est extraordinaire à Bruxelles et à Strasbourg, c'est que, à la différence de Washington, à Washington, les lobbies ne peuvent pas entrer dans le bâtiment du Congrès. Ils ont des bureaux tout autour, sur ce qu'on appelle Capitol Hill, mais ils ne peuvent pas entrer à Bruxelles comme à Strasbourg, puisque vous savez que le Parlement européen a 2 sièges, ils sont à l'intérieur. Et donc, eux abreuvent les parlementaires. Ils vont même jusqu'à déposer des projets d'amendements clés en main, si j'ose dire. À nous de faire pareil, hein. À nous de faire pareil. À nous d'aller... et nous ne sommes pas obligés de monter à Strasbourg et à Bruxelles. On a des députés européens dans chacune des circonscriptions. On peut leur écrire, on peut aller les voir. Moi, je pense d'ailleurs que c'est mieux d'aller voir les élus que de leur écrire, parce que la poubelle, ça sert à quelque chose. Hein. Mais quand on va les voir et qu'on est suffisamment équipé pour répondre à ce qu'ils racontent, ça, c'est plus important. Ça, c'est beaucoup plus... Ça peut avoir de l'effet. Moi, j'ai encore discuté
je ne sais plus quel soir maintenant, vendredi soir, avec un maire PS qui a assisté à ma conférence, qui était un peu hésitant, et donc après, je l'ai bien travaillé. J'espère que... Et il m'a en tout cas promis de soumettre la question à son conseil municipal. Alors bon, on était dans les terres d'Emmanuelli, hein, c'était en Aquitaine, et Emmanuelli est quand même un peu, comment ils disent, un frondeur, enfin les frondes. Hein. Bon, mais plus nous gagnerons, parce qu'on ne gagne pas tout seul. Si on reste entre ceux qui sont convaincus, on n'avancera pas beaucoup. Donc, il nous faut convaincre d'autres, avec des arguments qui sont des arguments de démocrates et pas de nationalistes. C'était quoi encore votre première question? Ah oui, d'accord. Ben, le texte à la diffusion que nous voulons bien lui donner. Moi, j'ai, enfin, d'après ce que l'éditeur m'a dit, il y en a 8000 qui sont partis. Il y a d'autres versions du texte. Le député européen du PC qui est d'ici, Monsieur Le Yarrick, enfin pas de Versailles, mais d'Île-de-France, a fait aussi un livre. Attac fait tout un travail de formation. Bon, le monde diplomatique a non pas publié les textes, mais publié des comptes rendus et des analyses des textes, le numéro de juin spécialement. Et puis, bon, ben, il y aura sans doute un effort spécial fait l'an prochain, parce qu'il ne faut pas gaspiller toutes les cartouches cette année-ci, puisqu'il faut tenir jusque l'an prochain, pour faire une diffusion grand public du texte, à l'image de ce qui s'est fait en 2005, quand le gouvernement français, c'était son devoir, a diffusé sous forme de journal le projet de traité constitutionnel européen. Donc, on fera ça l'an prochain. Mais c'est vrai que le texte reste encore largement confidentiel. Mais il y a aussi pas mal de sites Internet où on peut le trouver. Oui. Alors, juste pour, oui, et après, il y a monsieur là. Ah oui. Non, allez-y, madame, allez-y. Alors, donc, qu'en est-il de l'opposition au niveau européen? Parce qu'il y a les Allemands ont une industrie à défendre et les pays méditerranéens ont une agriculture à défendre. Où en sont-ils? Mais écoutez, le mouvement d'opposition a été le plus fort et le premier, c'est en Allemagne. Je vous disais tout à l'heure, il y a eu une manifestation qui a rassemblé 30 000 personnes à Berlin. Moi, j'aimerais bien voir 30 000 personnes à Paris contre le grand marché transatlantique. Hein. Aujourd'hui, je n'oserais pas y inviter, ce ne serait pas gagné d'avance. Et ça a provoqué des émotions au sein du gouvernement allemand, à telle enseigne qu'on nous dit maintenant, on va peut-être retirer le mécanisme de règlement des différends. Mais ça, c'est le piège, hein, puisque article 43, il reviendra dans la négociation ultérieure. Mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même la pression de l'opinion publique produit ses effets. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Il y a au niveau d'Attac, tout le réseau européen d'Attac est mobilisé, donc dans les pays où Attac existe. Il y a une belle mobilisation aussi en Grande-Bretagne, puisqu'ils ont organisé un jour avec comme objectif de rassembler 1 million de personnes, mais pas dans une seule ville. Le total de toutes les manifestations organisées ce jour-là dans toute la Grande-Bretagne devait atteindre, je ne sais pas s'il a été atteint, 1 million de gens. Mais c'est une manière aussi de faire connaître le texte, de faire en sorte qu'on en parle. Bien entendu, dans les pays qui sont victimes des politiques européennes, je pense à la Grèce en particulier, mais aussi à l'Espagne et au Portugal, il y a aussi une sensibilité qui vient presque naturellement. Donc, on n'est pas tout seul. Loin s'en faut, et nous ne sommes pas en pointe. On doit encore beaucoup travailler pour atteindre un niveau de sensibilité au niveau de la population française qui se fasse sentir sur les élus. Il faut agir sur les élus.
Bon, moi je préférerais qu'on fasse plus que ça, hein, mais je n'ai pas la main, par exemple, sur les organisations syndicales. Je fais de la formation. J'ai fait de la formation. Il y a eu une intersyndicale CGT, FSU solidaire à Toulouse. J'ai fait une journée de formation où j'explique tous les accords de l'OMC, puisque c'est tellement important. Et je vais plus encore dans le détail de ceci. Je vais le faire à Strasbourg. Je l'ai fait à Pau. Mais après, c'est les directions des syndicats qui doivent décider de faire des actions de leur côté. Quand ça commence, c'est lent, mais d'un autre côté, moi, s'ils sont en pleine vitesse l'an prochain, j'aime mieux que d'être en pleine vitesse cette année-ci et puis de retomber l'an prochain. Voilà. Bon. Alors, ma question, on pourrait penser que ma question vient en contrepoint des questions précédentes, mais pas du tout. Je voudrais juste savoir de votre part ce que vous pensez de la durabilité des moratoires, comme par exemple le moratoire sur les OGM, si jamais ce projet devait se réaliser, ce que j'espère bien pas. C'est clair, il n'y en a plus. Il n'y a plus de durabilité. Non, que ce soit sur la législation qui interdit la prospection et l'exploitation du gaz de schiste, que ce soit sur... c'était dans les mesures sanitaires et phytosanitaires, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ça veut dire qu'il faudra que ce soit fondé scientifiquement. Or, les États-Unis considèrent que interdire les OGM, ça n'a pas de fondement scientifique. Et ils ont des alliés dans la place. La Commission européenne est d'accord avec les États-Unis là-dessus. Elle n'attend qu'une chose, c'est de permettre la commercialisation de toutes les semences génétiquement modifiées possibles et imaginables. Donc oui, si cet accord passe, tous les combats qu'on a menés pour protéger la santé, eh bien, ça va être balayé. Oui. Poser. Est-ce que vous pensez que l'Europe fédérale et socialiste est toujours possible ou c'est devenu une utopie? Ah, c'est un autre sujet, ça. On a besoin d'utopie, hein. Et moi, j'aimerais bien me référer, parce que de ça, on n'a pas parlé le 31 juillet, quand on a évoqué l'assassinat de Jean Jaurès. Il y a une phrase superbe de Jaurès. Il n'a pas beaucoup parlé de l'Europe, puisque à l'époque, en 1914, mais il dit, si on ne fait pas une Europe il dit comme ça, c'est le langage de l'époque, une Europe des prolétaires, on aura une Europe des patrons qui exploitera encore plus fortement les prolétaires. C'était drôlement prophétique. Oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense que l'Union européenne telle qu'elle est, c'est une caricature du rêve d'unir les peuples d'Europe. On n'unit pas les peuples d'Europe, on unit les hommes d'affaires, les banquiers. Ils ont réussi un coup formidable. Par le haut, remettre en question, au nom de l'unité des pays, les acquis sociaux dans chaque pays. C'est un contournement par le haut, puisqu'il n'y arrivait pas dans chaque pays, parce que dans chaque pays, il y a des résistances. Alors, on a créé des institutions auxquelles on a donné des pouvoirs de remettre en cause la souveraineté des États. Et c'est, pour moi, l'idée d'unir les peuples d'Europe, c'est une belle idée. C'est une merveilleuse idée, et j'ai même envie de dire c'est une idée indispensable. Parce que moi, je ne dis pas que l'Union européenne nous a apporté la paix. Je crois que c'est d'abord la réconciliation franco-allemande qui nous a apporté la paix. Et le reste a un peu suivi, mais c'est un peu une caricature parce qu'on oublie la guerre froide et on oublie qu'on a quand même connu la guerre dans l'ex-Yougoslavie, que je sache, c'est en tout cas sur le continent européen, et ça ne va pas trop bien du côté de l'Ukraine pour le moment. Donc, c'est
Moi, je continue à partager le rêve d'unir les peuples dans des structures qui respectent une chose qui, pour moi, est incontournable, la souveraineté populaire. Vous savez, on a appelé la méthode Monnet. C'était quoi la méthode Monnet? C'était transférer des pouvoirs de plus en plus importants qui venaient des États où ils étaient contrôlés démocratiquement vers des institutions technocratiques que nous ne contrôlons plus du tout. Pour moi, ça, c'est même pas parce que le fédéralisme, c'est autre chose que ça. Quand on regarde ce qu'est le fédéralisme, c'est une doctrine politique où la démocratie joue pleinement. On ne peut pas dire que la démocratie joue pleinement avec une commission européenne qui, pour le maïs, dont j'oublie le numéro, 19 pays disent non. Le Parlement européen dit non et la Commission la met en circulation. Où est la démocratie là-dedans? Et le pire, moi j'avais écrit ça en 2005, quand l'Union européenne menace l'Europe. Parce que qu'est-ce qui se passe? Une partie de la réaction du mécontentement de l'Union européenne, c'est à l'extrême droite. Alors, c'est quand même hallucinant de voir qu'au nom de la volonté de faire une Europe unie, on engendre des nationalismes qu'on croyait disparus. Parce que pour une partie des gens, le sentiment d'être dépossédés de leur destin les amène à devenir nationalistes ou ultranationalistes. C'est pas la bonne réponse, mais c'est une réponse qu'il faut bien constater. On est devant ça aujourd'hui, et avec du pire. On a en Grèce un parti nazi, on a des nazis ailleurs, on en a même chez nous maintenant qui n'hésitent plus à s'afficher. C'est contre-productif de faire une Union européenne contre les peuples. Pour moi, le travail est à reprendre à la base. Je suis d'accord, j'ai posé cette question exactement parce que je dis, si vous avez retenu, une Europe fédérale et socialiste. Parce que socialisme, comme idée, comme vous dites, il a déjà dans soi-même comment dire, lutte des classes. Ça existe dans la doctrine du socialisme, lutte des classes. Oui, bien sûr. Enfin, dans la doctrine, oui. Je ne pense pas que ce soit le cas du parti qui porte la même étiquette. Encore une question, puis après on devra le sortir parce que l'huissier nous attend derrière. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, ben voilà. Alors, ce sera l'ultime question. Je voulais savoir si c'était le seul accord bilatéral qui existait en ce moment, ou, parce que j'ai entendu qu'il y en avait d'autres, et donc voilà, si vous pouviez parler par rapport à ça. Merci de cette question, parce que c'est quelque chose que je voulais évoquer et j'étais en train d'oublier. Oui, on est devant un phénomène, et ça va bien avec ce qu'on vient de discuter, d'étouffement de la démocratie par la diplomatie. Vous savez que la technique de la diplomatie, c'est le secret. Or, qu'est-ce qu'on négocie? Avant, la diplomatie s'efforçait, plus ou moins bien, plus ou moins mal, de régler les relations entre les États pour qu'ils ne se tapent pas dessus, et éventuellement pour qu'ils se coalisent pour ceci ou pour cela. Aujourd'hui, à travers la diplomatie, on négocie des accords dits de libre-échange. Avec les règles de la diplomatie, donc dans le secret, mais sur des sujets qui concernent non pas les frontières d'un pays ou la vente de tel ou tel produit, mais des choix de société. Les barrières non tarifaires, ce sont des choix de société. La manière dont on vit, organise les normes sociales, les normes environnementales, tout ça, ce sont des choix de société. Or, là, maintenant, nous avons 3 accords qui sont dans le pipeline, si j'ose dire. Celui qui est le plus achevé est un accord de libre-échange avec le Canada. Le 25 septembre, le résultat de la négociation va être soumis au Conseil des ministres. Or, c'est quasiment la même chose que le traité transatlantique, mais avec le Canada. Nous avons le traité transatlantique et nous avons, je ne sais pas si vous avez retenu ce que je disais tout à l'heure quand j'ai parlé de l'AGCS en disant qu'il a fait un petit. C'est mon article dans Le Monde Diplo de ce mois-ci.
En anglais, on dit TISA, en français, c'est ACS, Accord sur le commerce des services. C'est-à-dire que comme les négociations sur la généralisation de l'application de la GCS sont bloquées à l'OMC, les 28 pays de l'Union européenne, plus 22 autres, dont les États-Unis, ont décidé de faire une négociation entre eux qui se passe dans le plus grand secret à l'ambassade d'Australie à Genève, pour aller beaucoup plus loin dans la libéralisation des activités de service. Et là aussi, ce sont des choix de société, et là aussi, il y a le secret. Enfin, on commence à avoir des fuites, heureusement, mais il y a une généralisation. Alors, il y a eu, et là, malheureusement, c'est bouclé, et ça émeut beaucoup moins parce que ça ne nous concerne pas directement. Et encore, c'est l'accord APE, accord de partenariat économique avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. C'est un accord monstrueux parce que ils ont réussi. Les pays ACP, comme on dit, Afrique, Caraïbes, Pacifique, ont résisté pendant à peu près 12 ans à la pression de l'Union européenne seule. Hein. C'est entre l'Union européenne et nos anciennes colonies, françaises ou britanniques. Et puis là, ils viennent de lâcher, ils viennent de craquer parce qu'il y a des pressions de toute nature. Hein, derrière des opérations militaires comme au Mali ou ailleurs, il y a ça aussi qui vient. Hein. Et c'est véritablement mettre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique sous la coupe des multinationales européennes. Il y a mon ami Berthelot, que je citais tout à l'heure, a fait un super papier dans le Monde Diplo de ce mois-ci, où il dit c'est le baiser de la mort de l'Europe à l'Afrique. Et c'est vraiment ça. Donc on a ça. Et d'ailleurs, moi je ne l'ai pas fait ce soir, mais j'ai bien l'intention de changer ma présentation et de la mettre dans un ensemble plus global, où je vais parler des trois. Parce que je crois qu'il faut se mobiliser contre les trois. Ça nous fait beaucoup de boulot. Et j'ai toujours peur de décourager, parce que c'est tellement énorme. Et il y a tellement de gens qui ont un sentiment d'impuissance. Or, moi, je ne suis pas là pour décourager, mais plutôt pour encourager. Voilà, merci d'avoir été si patient, si attentif. Et puis, n'oubliez pas ce qu'il faut faire. Hein.